Bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus, bonjour à ceux qui sont en ligne. Donc, moi, on m'a demandé de vous traiter le syndrome d'Evans de l'adulte. Donc, un bref rappel, en fait, sur le syndrome d'Evans qui a été décrit dans les années 50. Donc, il y a un piège, oui, il y a un piège. C'est M. Evans. Donc, au départ, en fait, il avait rapporté 29 cas pédiatriques en se posant, en fait, donc c'est une association d'anémie hémolytique auto-immune à auto-anticorps chauds avec un PTI. Parfois, il peut y avoir une neutropénie auto-immune, mais on va voir après que c'est finalement assez peu fréquent. Et en fait, il s'était posé la question à l'époque d'une étiologie commune. Alors, il a fallu attendre un peu pour trouver la chose commune. Ça a été publié tout récemment, enfin, c'était l'an dernier dans Blood. Je vais être très bref. En fait, ce qui a été montré par ces auteurs, c'est dans l'Evans pédiatrique, une augmentation des lymphocytes T folliculaires helper dont a parlé Bernard. Donc, c'est lymphocytes T qui coopèrent avec le lymphocyte B pour le stimuler, entraîner sa différenciation et la production de plaquettes. Donc, de façon attendue, il y avait moins de lymphocytes T naïfs chez ces patients, mais de façon un peu plus surprenante, moins de lymphocytes B mémoire commutés, donc switchés, alors que normalement, c'est le rôle des TFH, alors même que les lymphocytes T étaient plus activés. Et donc, en fait, ça correspond vraisemblablement à des lymphocytes TFH qui sont dysfonctionnels, comme pourrait en témoigner en fait la diminution de production de CD40 et une production d'IL21 qui normalement est extrêmement produite par les TFH, qui ne l'était pas dans cette situation-là. Donc, ce qui est intéressant dans ce papier, c'est que d'une part, cette anomalie, elle est commune, quelle que soit l'anomalie génétique qui peut être identifiée chez ces patients, et surtout qu'en fait, ils ont créé avec ces marqueurs d'immunophénotypage un calcul qui permet en fait, un score, et qui permet finalement d'identifier les patients qui sont plus à risque d'évoluer vers un syndrome d'Evans pédiatrique. Donc, ça pourrait avoir finalement un intérêt, en tout cas en pratique, pour les pédiatres, pour identifier devant une cytopénie un enfant qui risque d'évoluer vers un Evans. Mais bon, l'objectif, c'est de parler d'adultes. Donc, pour ceux qui veulent un peu de lecture au lieu de regarder des séries télévisées le soir, c'est les deux grandes séries qui font référence en fait à l'heure actuelle. La première, Cocorico, c'était celle qui faisait 68 patients, qui date de 2009, qui avait été publiée par Marc Michel, et puis donc, qui était encadrée par un Italien à l'époque. Et cette fois-ci, ce sont les Italiens qui ont publié l'an dernier cette étude observationnelle multicentrique avec 116 patients. Et c'est là-dessus que je vais appuyer le gros de ma présentation. Et pour déjà vous donner les mots-clés, j'espère quand même que vous n'allez pas dormir pour le reste de la présentation, mais rappelez que le syndrome d'Evans, c'est rare, c'est souvent sévère, ça peut être fatal, on va voir que ça augmente la mortalité, et que c'est marqué par une évolution qui est émaillée de nombreuses rechutes, qui nécessitent des recours à des thérapeutiques multiples, et qui a une augmentation du risque d'infection et de thrombose, ce qui affecte directement la survie. Donc, si on fait un peu d'épidémiologie, ça reste quand même une pathologie qui est rare, 1,8 million de personnes années, avec une prévalence de 21 par million de personnes. Si on prend à l'inverse, si on regarde finalement à combien de PTI ça correspond, c'est, vous voyez, 2 à 2,7% des PTI qui vont évoluer vers un Evans. Et si on se concentre sur les anémies hémolytiques auto-immunes, c'est environ 5% des AHAI qui sont finalement des Evans. Vous voyez que c'est une situation qui n'est vraiment pas fréquente. La clinique, donc généralement, c'est plutôt des patients adultes. Le diagnostic est fait entre la 5e et la 6e décennie. Le sexe ratio, il est plutôt équilibré, mais vous allez voir qu'il y a des subtilités et qu'on considère que l'Evans est secondaire dans 20 à 50% des cas. C'est probablement plutôt 20%, vous allez voir, et que l'évolution, donc, comme je vous l'ai dit, elle est chronique dans la majorité des cas avec des rechutes. Donc ça, c'est la photographie de la publication italienne de l'an dernier, 79% d'Evans primitifs. Et vous voyez qu'ensuite, on a par égal maladie auto-immune, hémopathie lymphoïde, et puis beaucoup moins des déficits immunitaires primitifs chez l'adulte. Donc la présentation, comment ça arrive? C'est plus souvent une anémie hémolytique auto-immune et un PTI, dans 81% des cas. Dans seulement 10% des cas, c'est les 3 cytopénies qui sont présentes, donc la neutropénie auto-immune qui vient s'associer. Et donc, dans le pourcentage qui reste, c'est une neutropénie auto-immune avec soit un PTI, soit une neutropénie auto-immune avec une AHAI. C'est plutôt l'AHAI qui
débute l'entrée dans la maladie, s'ensuit le PTI, et vous voyez que les deux arrivent en même temps, donc une atteinte concomitante dans un tiers des cas pour être large. Quand elles arrivent successivement, ces cytopénies, le délai moyen entre les cytopénies, c'est 3 ans. Donc, il faut se donner un certain temps avant de voir apparaître l'évance de façon complète. Bon, là, je n'ai pas réinventé la médecine. Comment on fait le diagnostic? C'est le diagnostic à la fois d'une AHAI chaude, à la fois le diagnostic d'un PTI. Donc, oui, il faut faire une LUM, des réticulocytes, un bilan d'hémolyse, un TDA qui va être positif en IgG plus ou moins complément. Et puis, on peut céder, même si on reconnaît que ce n'est pas très, très utile en pratique, des anticorps antiplaquettes et puis des anticorps antineutrophiles, dont on sait que la valeur clinique n'est pas majeure. Ce qui est important, c'est d'éliminer les diagnostics différentiels. Alors, il y en a plusieurs, donc ça peut être des microangiopathies thrombotiques, mais dans lesquelles le test de Coombs sera négatif. Si le malade a une thrombopénie sévère, il peut être anémique tout bonnement parce qu'il saigne, donc pas aller conclure à tort à une AHAI si le malade est en train de déglobuliser sur un saignement. Bon, ça, c'est de la pratique clinique courante et ça fait partie des pièges dont on se sort assez facilement. Les carences, évidemment, mais là encore, on a plutôt une anémie qui est franchement mégaloblastique et arégénérative. Les myélodysplasies, donc là, pareil, c'est plutôt arégénératif. Et puis, le clone HPN, ça marche pour l'anémie hémolytique, mais qui sera un test de Coombs négatif. Et il y a quand même assez rarement une thrombopénie associée. Donc, voilà le bilan pour rechercher à la fois, enfin, en tout cas, éliminer les diagnostics différentiels, mais également pour rechercher les AHAI ou PTI qui pourraient être secondaires. Donc, il y a des sérologies virales qui peuvent être utiles, l'électrophorèse des protéines sériques, l'immunophénotypage lymphocytaire, les anticorps antinucléaires, les anticorps associés au syndrome des antiphospholipides. Un scanner, ça on a tendance à le faire assez facilement à la recherche d'un syndrome tumoral quand il y a une anémie hémolytique auto-immune. C'est vrai que quand c'est le PTI qui débute, ce n'est pas vraiment l'examen qui est utile. Et les explorations génétiques, on en reparlera un petit peu après, on verra comment ça peut être utile, notamment dans ce contexte d'évance. Bon, juste un rappel aussi, c'est que certains traitements peuvent interférer avec la biologie. Donc là, pareil, les IGIV, c'est pas mal de faire le dosage pondéral avant de passer les IGIV, sinon évidemment, ce n'est pas interprétable. Et l'immunophénotypage, c'est toujours mieux de l'avoir au diagnostic parce qu'une fois qu'on a fait du Ritux, une fois qu'on a mis des immunosuppresseurs, l'interprétation est un petit peu plus délicate. Bon, pourquoi faire bien identifier un évance primaire, c'est-à-dire qui évolue pour son propre compte, d'un évance secondaire associé à une autre pathologie? Parce qu'en fait, c'est dans une étude de population dont je vous reparlerai après, une étude danoise. Vous voyez qu'en fait, les évances secondaires, c'est la courbe bleue, ont une espérance de vie qui est beaucoup moins que les évances primitifs, qui sont ici, ça devrait apparaître en rouge normalement, et là, c'est la population générale. Donc, d'une manière générale, la survie est diminuée dans l'évance, a fortiori si c'est un évance secondaire. Alors, les proportions d'évances secondaires, elles sont très variables en fonction de la série que l'on consulte et finalement du type de service qui a mené l'étude. Donc, la première étude dont je vous avais parlé, menée par Marc Michel, donc un service de médecine interne où ils font évidemment des maladies auto-immunes, il y avait 50% des évances qui étaient secondaires et vous voyez qu'une grosse proportion de maladies auto-immunes et c'était notamment des lupus. Il y avait également des hémopathies et également des déficits immunitaires primitifs. Fatizzo, il est milanais et il bosse en hématologie. Et lui, son recrutement, il y a une proportion qui est plus importante d'hémopathie par rapport aux maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, il met 33%, mais dans le lot, il y a des thyroïdites, il y a des choses qu'on n'aurait pas forcément relevées comme étant très significatives. En tout cas, il y a beaucoup moins de lupus. Et par contre, si on utilise les données danoises, donc c'est de l'échelle de population, donc c'est probablement le plus réaliste. Vous voyez que c'est 27% des évances qui sont secondaires, 20%, on ne me voit pas, je suis désolé, 20% de maladies auto-immunes, et là, vous voyez les 3/4 qui sont en fait des hémopathies. Bon. Et pour les déficits immunitaires primitifs, dans cette étude, il n'y avait pas énormément de données. Alors, donc, évances secondaires, les hémopathies lymphoïdes, donc vous voyez, ça peut aller jusqu'à 70% des évances. Et donc, on avait fait une étude avec Natacha Grignet, je ne sais pas si elle est en ligne, c'était là Natacha, je te coucou.
Donc, c'était une étude sur le registre des hémopathies malignes de Côte d'Or entre 1995 et 2015. Vous voyez, avec 3500 hémopathies lymphoïdes qui avaient été référencées sur le département. Il y en avait beaucoup moins qui avaient des cytopénies auto-immunes associées. Et surtout, on n'avait que 10 patients qui avaient un évance sur 3500. Donc, vous voyez que ce n'est vraiment pas fréquent. Donc, ça représentait 0,29% des hémopathies lymphoïdes. Et les hémopathies qui étaient le plus associées avec ces cytopénies auto-immunes, c'était sans surprise la LLC. De façon un petit peu plus surprenante, il y avait une proportion équivalente de lymphome T. On avait complété avec 7 patients qui avaient été suivis dans le service. Donc, vous voyez, ça fait une toute petite série, 17 patients d'évance associés à une hémopathie lymphoïde. Qu'est-ce qu'on peut retenir? L'âge au diagnostic, 62 ans, donc c'est un peu plus vieux que ce que je vous ai dit d'une manière générale. Une proportion d'hommes qui était là, pour le coup, un peu plus marquée. Et les hémopathies, LLC, lymphome B de la zone marginale et des lymphomes de bas grade, en plus donc des lymphomes T. Donc, on avait un petit peu de tout. Ce qui est important pour le patient et pour le diagnostic, vous voyez, c'est que l'évance et l'hémopathie, elles sont synchrones dans un tiers des cas. Donc, on va faire le diagnostic des deux en même temps. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas rater le coche au niveau du diagnostic. Mais aussi, ce qui est rassurant pour nos patients, c'est que si on n'a pas trouvé d'hémopathie au diagnostic, il est moins probable qu'elle apparaisse au fil du temps. Puisqu'en fait, les patients qui ont eu l'évance qui a été diagnostiquée de façon non synchrone à l'hémopathie, dans la majorité des cas, en fait, les cytopénies ont été diagnostiquées après l'hémopathie. Donc, pour les patients, en tout cas pour la prise en charge, c'est un peu plus rassurant, je pense. Vous voyez que la plupart des patients ont eu besoin d'un traitement spécifique de l'hémopathie, mais également des cytopénies auto-immunes, et que la réponse des cytopénies auto-immunes, elle était obtenue dans 3/4 des cas à 5 ans. Mais on avait quand même des taux de décès qui étaient relativement importants. C'est un peu plus d'un tiers des patients qui étaient décédés à 5 ans de suivi. Et vous l'avez compris, c'est évident, c'est l'hémopathie qui fait finalement le pronostic, l'hémopathie maligne qui fait le pronostic de ces malades. Concernant les maladies auto-immunes, donc je vous ai dit c'est environ un malade sur 5 qui a un syndrome d'Evans, c'est qui on va pouvoir le diagnostiquer, c'est plutôt le lupus. Et donc là, cette fois-ci, évidemment, c'est l'épidémiologie du lupus, ce sera plutôt des femmes, plutôt des jeunes femmes, et c'est inaugural dans 2 tiers des cas ou dans la majorité des cas. C'est-à-dire que le mode d'entrée finalement dans le lupus, ça va plutôt être un lupus hématologique, mais c'est des patients qui peuvent avoir généralement une atteinte articulaire, une atteinte cutanée, mais également une atteinte rénale qui pourra émailler le suivi. Et on retrouve généralement d'autres manifestations auto-immunes associées dans un tiers des cas, et notamment au minimum une sérologie antiphospholipides, voire un authentique syndrome des antiphospholipides, d'où l'intérêt quand même du dépistage, parce qu'on va voir après que ça grève un peu le pronostic. Les déficits immunitaires primitifs, c'est 15 à 20% des évances secondaires de l'adulte. Ce n'est pas du tout la même photographie que chez les enfants. Je vais vous en reparler un tout petit peu après, c'est beaucoup plus. Et c'est quel type de DICV? C'est finalement quel type de déficit immunitaire? C'est les déficits immunitaires qu'on diagnostique plutôt chez le jeune adulte, vers la trentaine. Donc, c'est essentiellement le DICV et plus rarement donc, les syndromes lymphoprolifératifs auto-immuns. Et puis, donc, il y a le déficit en IgA qui était également rapporté, donc qui est finalement le déficit humoral le plus fréquent et qui généralement est plutôt asymptomatique. Donc, si on veut clarifier un peu les idées pour la pratique, finalement, l'évance primaire, l'âge, c'est plutôt 50-60 ans pour le diagnostic, un sexe ratio qui est équilibré. Pensez à l'hémopathie si c'est un sujet un petit peu plus âgé, même s'il reste encore dans la force de l'âge à cet âge-là. C'est plutôt un homme. Moins de femmes, les étiologies, donc on a dit LLC, lymphome de bas grade, et puis les indices cliniques, évidemment, si le malade a des signes B, s'il a un syndrome tumoral, on y pensera plus facilement. Maladie auto-immune, plutôt des patients plus jeunes, plutôt des femmes, et c'est essentiellement au lupus qu'il faut penser. Et puis évidemment, je ne vais pas vous refaire la clinique du lupus que vous connaissez, et puis avoir un œil attentif sur les antécédents de thrombose et penser aux antiphospholipides qui peuvent être diagnostiqués dans cette situation. Pour les déficits immunitaires, donc plutôt la trentaine, le sexe ratio, il n'y a pas énormément de données. Pensez plutôt DICV à LPS, et là on y pense, s'il y a des infections récurrentes, évidemment, s'il y a de la lymphoprolifération, une grosse rate, des adénopathies et qu'on a éliminé une hémopathie, s'il y a une hypogammaglobulinémie, s'il y a une hypergammaglobulinémie, et le phénotypage lymphocytaire peut aider. Est-ce qu'il y a des lymphocytes T double négatifs pour la LPS? Est-ce qu'il y a une diminution des lymphocytes B mémoire commutés pour le DICV? Ça fait tout un tas d'indices
qui peuvent vous orienter. Et ça va évidemment conditionner un peu la prise en charge. Donc la mortalité, donc dans l'étude de Fatizzo, vous voyez, c'est 2,4 pour 100 patients année. Donc à la fin de l'étude, il y avait un malade sur 5 qui était décédé. Vous voyez qu'il décède pour moitié quasiment directement de complications qui sont liées à l'évance, des infections, de la maladie thromboembolique veineuse ou des hémorragies. Et puis, c'était non lié pour l'autre moitié. Alors, si on fait la différence entre les patients qui sont vivants et les morts à la fin de l'étude, bon, sans surprise, ceux qui décèdent étaient un petit peu plus âgés. Il semblerait qu'ils avaient une anémie qui était un peu plus grave. Bon, ça, en pratique clinique quotidienne, au lit du malade, je ne suis pas sûr que ça soit très rentable. Il y avait des profils d'anticorps, en tout cas pour le test de Coombs, qui étaient différents, mais vous voyez que les effectifs sont très faibles, donc je ne pense pas non plus qu'on puisse tirer de conclusion là-dessus. Par contre, ce qui est probablement plus pertinent, c'est sur les infections et les thromboses. Donc ça, c'est une autre façon de représenter les choses. Les couleurs sont modifiées à l'affichage. Mais enfin, pour ceux qui sont en ligne, les courbes supérieures, là, c'est du rouge. Pointillé bleu, c'est les patients qui sont âgés de 65 à 79 ans. Là, c'était les 80 ans et plus. Et là, les moins de 65. Donc, on voit que plus on est âgé, plus on a un risque de décès. Bon. Plus les patients rechutent, plus la mortalité augmente. Plus ils font des infections, plus la mortalité augmente. Plus il y a d'événements thrombotiques, plus la mortalité augmente. Et vous voyez avec des hazard ratios qui sont quand même relativement élevés. Et en fait, s'il y a un de ces événements, que ce soit rechute, infection, thrombose qui est présent, on multiplie par 6 le risque de décès. Et si on a 2, on multiplie par 20. Donc là, ce n'est pas très bon d'additionner ce genre de facteurs. Alors, les infections, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles surviennent finalement de façon assez précoce dans les 3 premières années, puis qu'ensuite, ça augmente très progressivement. C'est quel type d'infection? Donc, vous voyez, ça touchait un tiers des patients dans cette cohorte de 116 malades. Des pneumonies, des bactériémies, des infections urinaires, et puis plus rarement des abcès, plus rarement des infections opportunistes type pneumocystose, et puis infections méningées ou récurrence virale, c'était beaucoup moins fréquent. C'est des infections globalement plutôt jugées comme sévères, grade 3-4 dans 3 quarts des cas. Et en fait, elles étaient d'autant plus fréquentes qu'il s'agissait d'évances secondaires, d'où l'intérêt de bien poser le diagnostic. C'est des malades qui avaient plus souvent des anticorps antigranuleux, mais je vous ai dit que l'utilité en pratique clinique était probablement faible. Tous les patients dans cette série n'avaient pas eu de recherche d'anticorps antigranuleux, donc je ne suis pas certain que ça ait vraiment un grand intérêt, en tout cas en pratique. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que si les patients ont une hémopathie lymphoïde, ils sont plus à risque de faire des complications infectieuses, et ce d'autant qu'ils sont plus traités, donc il y a l'immunosuppression évidemment liée au traitement. Donc, en pratique, pour les infections, être vigilant s'il s'agit d'un évance secondaire. Évidemment, si vous mettez une immunosuppression et s'il y a une hémopathie sous-jacente, ce qui rappelle les bonnes pratiques quotidiennes, bien mettre à jour le calendrier vaccinal et peut-être discuter une antibioprophylaxie chez certains patients. Et je ne sais pas bien comment interpréter ces anticorps antigranuleux parce que pour le coup, la présence de la neutropénie ne ressortait pas comme facteur prédictif. Bon. Donc, à suivre. Les thromboses, donc ce qu'on voit, c'est que finalement, elles arrivent au fil du temps de façon progressive. C'est essentiellement de la maladie thromboembolique veineuse, embolie pulmonaire, donc je vous rappelle, une avait été fatale dans cette série, thrombose veineuse profonde, et puis ça peut être également des AVC, infarctus du myocarde, thrombose porte, c'était quand même moins fréquent, thrombus intracardiaque et thrombose veineuse superficielle, là encore, c'était pas très fréquent. La fréquence augmente, là encore, on trouve les anticorps antigranuleux. Je ne vois pas très bien comment l'expliquer. Les anticorps antiplaquettes, mais là encore, ça n'avait pas été recherché chez tout le monde. Surtout, à mon avis, ce qu'il faut retenir, c'est la présence d'un anticoagulant circulant de type Lupic. Les infections, évidemment, ça augmente le risque de thrombose. Donc, bien penser à mettre une anticoagulation préventive à ces patients s'ils sont hospitalisés au moment d'un épisode infectieux. Et puis, d'autres marqueurs intéressants, c'est un peu ce qu'on retrouve dans la HAI, c'est-à-dire que plus le patient a une régénération, une hémolyse qui est active, plus il est à risque de thrombose. Et puis, évidemment, s'il y a un anticoagulant Lupic, vous voyez que le hazard ratio est de 4, donc ça majore le risque. Donc, les messages, à mon avis, pour la pratique, bien penser à rechercher les antiphospholipides,
Mettre une anticoagulation préventive chez le patient quand il est hospitalisé, quand il y a un problème aigu, ça ne fait pas de doute. Alors après, c'est à conditionner en fonction de son chiffre de plaquettes, évidemment. C'est sûr que s'il a la HAI qui est symptomatique et une thrombopénie qui est sévère, c'est probablement pas le meilleur moment pour l'anticoaguler. Mais bon, pas hésiter à le faire quand il n'y a pas de manifestation hémorragique et que les plaquettes remontent, sont au-dessus de 30 ou 50 gigas par litre. Et puis juste pour vous dire que là, on a un PHRC interrégional qui est en cours pour justement essayer de voir si une anticoagulation préventive par apixaban pendant les 3 mois qui suivent le diagnostic d'AHAI diminue le risque d'événements thromboemboliques veineux. Et puis, il y aura un autre focus que je ferai après, c'est d'être vigilant en fait, sur les agonistes du récepteur de la TPO chez ces patients et peut-être également sur l'utilisation de l'EPO. Est-ce que ça ne pourrait pas majorer le risque de thrombose? Donc, en données de population, c'est l'étude danoise, vous voyez, 242 syndromes d'Evans, âge moyen, donc c'était la soixantaine, un sexe ratio qui était équilibré et 27% d'Evans secondaires. Et je vous rappelle, les 3/4, il s'agissait en fait d'hémopathie. La survie médiane, c'est 7,2 ans contre 21 pour la population contrôle. Donc, il y a une franche diminution de la survie. Si on fait le distinguo entre PTI primaire et secondaire, vous voyez, un PTI primaire, c'est 11 ans de survie et c'est moins de 2 ans pour un PTI secondaire. Donc, il ne faut vraiment pas rater le diagnostic et c'est évidemment le pronostic de l'hémopathie qui est en jeu. Et comparé en fait à une HAI ou un PTI, un Evans primaire, il a sensiblement la même espérance de vie. Donc, j'insiste vraiment peut-être lourdement sur l'intérêt de ne pas rater une hémopathie lymphoïde associée. Et là, ça remis encore ici, c'est bien les cancers hématologiques qui aggravent la mortalité quand il s'agit d'Evans secondaires. Ça peut également, enfin, c'est plutôt les saignements, donc dans les Evans primaires, et puis dans les Evans secondaires, ce sont les infections, donc liées probablement à l'hémopathie sous-jacente. Alors, les traitements, je ne vais pas tout redétailler, puisque Bernard vous a parlé de la plupart des traitements. Donc finalement, l'idée, c'est un peu d'utiliser en priorité peut-être les traitements qui sont efficaces sur les 2 cytopénies quand elles sont présentes toutes les 2. Peut-être également utiliser ces médicaments qui sont efficaces sur les 2 pour peut-être tenter de prévenir la survenue en tout cas la réaggravation de l'autre cytopénie. Mais ça, pareil, il n'y a pas énormément de données. Donc les corticoïdes, de toute façon, toujours en cure courte. On va jusqu'à 6 mois de traitement maintenant dans la HAI. Les IGIV réservés évidemment en traitement d'urgence plutôt dans le PTI, même si ça peut parfois fonctionner dans certaines AHAI, mais ce n'est vraiment pas ce qu'on fait au quotidien. La transfusion permet souvent de passer le cap le temps que les traitements immunosuppresseurs soient efficaces. Le rituximab, c'est probablement un traitement de choix, actif dans 75% des AHAI et puis sur au moins 60% des PTI, avec une réponse qui s'amenuise dans le temps, mais on peut espérer peut-être mettre en rémission prolongée au moins 30% des patients. La splénectomie, les immunosuppresseurs, les agonistes de la TPO, évidemment, ça ne marchera que dans le cadre du PTI. L'érythropoïétine, plutôt que sur l'anémie, évidemment. La transfusion, plutôt en cas d'AHAI, dans le PTI, jamais seul, toujours en association avec un traitement immunomodulateur si il y a des signes hémorragiques qui le justifient. Le fostamatinib, là pour l'instant, on n'a pas tellement de données, mais on sait que ça fonctionne dans le PTI et ça marche également dans la HAI, c'est à peu près 40% de réponse dans les études de phase 1. Les inhibiteurs de FcRn, normalement, devraient fonctionner. On s'attend en tout cas à ce que ça fonctionne dans les 2 situations, donc pourquoi pas lorsqu'ils seront disponibles dans le syndrome d'Evans. Idem pour le rilzabrutinib et idem pour les inhibiteurs du complément, mais là, c'est plutôt les thérapeutiques du futur. Il n'y a évidemment aucune donnée là-dessus. Donc, lequel choisir? Selon finalement la cytopénie auto-immune qui est la plus symptomatique à l'instant T et du degré d'urgence, évidemment. Selon les pathologies associées, donc s'il y a par exemple un déficit immunitaire, on sait que le rituximab peut aggraver, en tout cas précipiter un DICV. Donc si c'est un DICV qui n'était pas substitué, qu'on traite par rituximab, probablement il faudra mettre en route une substitution dans la foulée. La splénectomie, elle peut aussi augmenter le niveau d'immunosuppression chez ces patients. Elle n'est pas forcément recommandée non plus dans les ALPS. Donc il faut bien, je le répète, avoir fait le bon diagnostic au départ pour ne pas
faire d'erreurs, entre guillemets, avec les traitements par la suite. Selon la biologie, en l'occurrence, les antiphospholipides peuvent peut-être nous restreindre quant à l'utilisation des agonistes de la TPO si on ne veut pas augmenter le risque de thrombose. Et puis, en fonction des comorbidités, est-ce qu'on est en pandémie Covid ou pas, et ainsi de suite. Enfin, il faut faire de la médecine au quotidien pour proposer le traitement le plus adapté. Donc, les traitements, si on reprend finalement la série italienne, que peut-on en conclure? La première chose, c'est que globalement, quel que soit le traitement utilisé, corticoïdes IGIV, Ritux, immunosuppresseurs, agonistes de la TPO, splénectomie, et là, il y a même le danazol, on voit des réponses en fait qui sont tout à fait satisfaisantes, c'est plus de 80% dans tous les cas. Donc, on a des traitements qui fonctionnent. La seule chose, c'est que les patients vont rechuter. Vous voyez, ça n'arrête pas de rechuter sur l'une ou l'autre des cytopénies. Et donc, forcément, ça entraîne quoi? Ça entraîne des traitements répétés et plusieurs lignes qui vont être utilisées de façon successive. Et vous voyez, c'est plus de la moitié des patients qui auront eu au moins 3 lignes de traitement. Donc, c'est vraiment des thérapeutiques qui s'inscrivent sur le long cours. Il faudra peut-être faire des rotations et quand on perd d'efficacité, proposer une autre thérapeutique, voire des associations si on ne peut pas s'en sortir. Alors, juste quelques petits focus. Par exemple, sur évance secondaire au lupus, le rituximab, même si habituellement ça ne marche pas tellement dans les autres atteintes, les cytopénies auto-immunes, c'est une bonne indication. Ça fonctionne très bien quand il y a un PTI isolé, quand il y a une HAI isolée. Et vous voyez, quand il y a un évance, alors c'est peu de cas, mais bon, en même temps, c'est rare. Mais vous voyez que c'était 1/7 de cette série. On voit donc une réponse finalement qui est un petit peu moins que ce qu'on aurait attendu et ce qu'on voit habituellement avec le Ritux, 60%, mais surtout, il y a énormément de malades qui vont chuter. Donc, peut-être qu'il faudra les retraiter successivement par Ritux si ça fonctionne, ou alors opter pour d'autres thérapeutiques, et dans le cadre d'un lupus, peut-être des immunosuppresseurs, par exemple. Les évances secondaires à un DICV, le rituximab, ça fonctionne. Vous voyez un taux de réponse là, de 85% avec la plupart des patients qui avaient une réponse complète. Des rechutes qui restent possibles, des retraitements qui fonctionnent, mais par contre, le gros bémol, c'est des infections qui surviennent dans un quart des cas. Donc, bien optimiser la vaccination et surtout bien optimiser la substitution par immunoglobuline chez ces patients si on part pour du rituximab. Mais en tout cas, la présence d'un DICV ne doit pas être un frein, en tout cas une contre-indication formelle à faire du rituximab. Donc, Evance est agoniste de la TPO. Donc là, pareil, c'est l'équipe italienne qui a publié ça. Donc, 29 patients. Donc la soixantaine, et vous voyez des âges très, très variables, un bon quart qui avait un évance secondaire. L'agoniste de la TPO venait en 6e ligne, vous voyez, donc tous les patients avaient reçu des corticoïdes, plus de la moitié du Ritux, un tiers des immunosuppresseurs, un quart étaient splénectomisés. C'était plutôt L-Thrombopag qui était utilisé à bonne dose, enfin c'est la dose maximale normalement dans le PTI, 75 mg par jour. Le romiplostim un petit peu moins souvent utilisé, à une dose finalement relativement faible, c'est la dose médiane efficace dans les études, 3 microgrammes par kilo par semaine. Durée de traitement 1 an. Et il y avait quand même un traitement qui était associé à l'agoniste dans la majorité des cas. Donc, c'était plus un traitement d'appoint parce que le traitement qui était mis traitement de fond n'était pas suffisamment efficace. Alors, que peut-on dire? Ça fonctionne. Voilà, les plaquettes remontent, le docteur est content. C'est plutôt des réponses partielles qui se maintiennent dans le temps. Donc, vu comme ça, on se dit, c'est plutôt pas mal. Si on compare même par rapport aux patients qui ont un PTI isolé par rapport à l'évance, on a même des taux de réponse qui paraissent plus élevés. Donc là, on a vraiment, c'est un franc succès. Mais en fait, il y a un énorme bémol, c'est qu'en fait, il y a 38% des patients qui vont faire un événement indésirable. Et dans ces 38%, en fait, il y a des patients qui font des thromboses. Donc, c'est des embolies pulmonaires, c'est des thromboses portes, c'est un thrombus atrial, un AVC, un infarctus du myocarde. Et donc ça donne moins envie, si je puis dire.
Donc, du coup, il faut vraiment garder en tête ce risque de thrombose. Donc, là non plus, je pense qu'il ne faut pas contre-indiquer les agonistes de la TPO chez un malade qui a un évance, mais quand même y réfléchir à 2 fois. Est-ce qu'il a des antiphospholipides? Est-ce qu'il a déjà thrombosé? Est-ce qu'il a un risque de thrombose? Et composer un petit peu avec tout ça. La splénectomie, là pareil, il y a un seul papier sur l'évance et c'est celui-ci, un papier relativement récent, 77 patients. Ce qu'on voit, c'est que la réponse initiale, elle est très bonne. C'est ce qu'on voit habituellement dans les PTI, 85% de réponse. Le problème, c'est que la moitié des patients en fait, rechutent et que sur l'efficacité sur le long terme, on n'est plus qu'à 40%, alors qu'habituellement, dans le PTI, par exemple, on est plutôt à 60-70% de réponse prolongée, même plus 80% si on utilise la scintigraphie pour bien identifier les patients qui peuvent aller à la splénectomie. Donc voilà pour les traitements. Et puis finalement, Isabelle m'avait dit que ça serait bien de parler un petit peu de génétique, parce qu'effectivement, on voit plein de choses qui arrivent de part et d'autre, mais surtout de la pédiatrie. Et finalement, est-ce que c'est vraiment utile pour nous? Donc, je vais d'abord vous parler de ce qui a été fait en pédiatrie. Les pédiatres, en fait, sont partis en fait, du constat que normalement, les maladies auto-immunes sont plutôt rares chez l'enfant et que la survenue d'une maladie auto-immune traduit généralement une prédisposition génétique. En fait, il y a 25% des maladies auto-immunes au cours des déficits immunitaires primitifs révélés dans l'enfance. Et un enfant qui a un déficit immunitaire primitif, il a 10 à 80 fois plus de risque de faire une maladie auto-immune qu'un enfant qui est sain. Et donc, finalement, un tiers des enfants qui ont une cytopénie auto-immune pourraient avoir un déficit immunitaire primitif sous-jacent. Donc, vous connaissez sans doute le centre de référence des cytopénies de l'enfant, donc c'est le CEREVANS. Et donc, ils ont un registre OBS-CEREVANS dans lequel là, il y a 200 enfants qui sont inclus. Et en fait, 80 de ces enfants ont eu des analyses génétiques de différents types, soit du SANGER, soit du NGS ciblé, soit du whole exome. Et donc là, vous avez les patients. Donc 203, c'est la cohorte totale. La cohorte qui a été étudiée au niveau génétique. Les autres qui n'ont pas encore eu de test. Les groupes étaient globalement comparables. Vous noterez quand même qu'il y avait peut-être un peu plus de consanguinité dans le groupe qui a été étudié. Et puis des petites différences sur les cytopénies, mais ça n'a pas énormément d'intérêt. Cette comparaison avait été faite pour voir si en fait, les données observées pouvaient être extrapolables à l'ensemble des enfants avec évance. Donc, ce qui ressort, c'est ça, c'est qu'il y a 40% en fait, des enfants chez qui on identifie une mutation génétique dont on sait qu'elle est impliquée dans des déficits immunitaires primitifs. Bon, je sais que vous êtes tous rodés avec ces gènes, donc je vous fais quand même un peu l'affront de vous rappeler à quoi ils correspondent. Mais vous voyez que là, TNFR6, c'est FAS, et donc FAS ligand, ça c'est impliqué dans l'apoptose. Et donc, ce qu'avait montré Frédéric Rioloca il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, c'est qu'il avait identifié cette anomalie chez des enfants en fait, qui avaient un syndrome lymphoprolifératif, des adénopathies, une grosse rate. Ils avaient des lymphocytes T double négatifs augmentés dans le sang circulant. Mais à l'époque, il y en avait. Enfin, ils n'avaient pas tous des cytopénies auto-immunes, mais c'était quand même déjà un marqueur qui pointait. Donc là, des enfants qui ont un évance, sans forcément avoir de la lymphoprolifération sur le devant de la scène, peuvent avoir ce type de mutation. L'autre anomalie qui a été identifiée, vous voyez, c'est mutation sur CTLA4 et LRBA. Donc, CTLA4, vous savez que c'est une molécule inhibitrice de la stimulation lymphocytaire T. Donc, quand c'est déficient, il peut y avoir une hyperactivation de ces lymphocytes T. Et donc, ça donne quoi? Ça donne des entéropathies. Ça peut donner des infiltrats pulmonaires. Ça donne là encore de la lymphoprolifération, donc des adénopathies, splénomégalie. Et puis, ça peut donner également des atteintes neurologiques centrales. LRBA, c'est une molécule qui participe en fait au transit de CTLA4 et qui permet en fait de l'exprimer à la surface. Donc finalement, les patients qui ont une mutation, une déficience en LRBA, ça ressemble finalement à un déficit en CTLA4 puisqu'il ne peut plus être exprimé à la surface et donc les lymphocytes T sont plus inhibés, vont proliférer.
Et donc, ça, c'est intéressant d'un point de vue thérapeutique, puisque l'abatacept, c'était la 4G, a une place évidemment importante dans la prise en charge de ces patients. Autres anomalies qui ont été identifiées, c'est des mutations de stade 3. Donc, stade 3, quand elle est inactivée, ça donne le syndrome de Job, syndrome hyper-IgE, mais quand il y a une activation, ça donne une maladie avec beaucoup d'auto-immunité. Vous voyez du diabète, de l'entéropathie, une atteinte thyroïdienne, une atteinte pulmonaire, des manifestations articulaires, des enfants de petite stature avec un eczéma et des anomalies dentaires. Et là, il peut y avoir des thérapeutiques sur la voie JAK-STAT qui peuvent être intéressantes. Autres anomalies qui ont été identifiées, c'est des mutations de la PI3K. Et donc ça donne pareil un gain de fonction et ça se traduit comment cliniquement par des infections récurrentes avec des destructions pulmonaires chroniques, de la lymphopénie, des anomalies à l'immunophénotypage, une augmentation des IgM, une réponse vaccinale qui est moindre. Et là, pourquoi c'est un intérêt d'en faire le diagnostic? Parce qu'en fait, il y a des inhibiteurs de PI3K qui sont en cours de développement et qui vont arriver sur le marché et qui sont efficaces et qui pourront rendre service à ces patients. Et puis, ensuite, il y avait 20 autres enfants chez qui il y a eu des anomalies qui ont été identifiées dont on n'est pas certain qu'ils expliquent l'auto-immunité, mais en tout cas, il y a un rationnel pour qu'ils puissent y participer. Vous voyez, c'est des récepteurs à l'interféron type 1, récepteurs du TNF, récepteurs de TGF-bêta, donc cytokines pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires, des molécules impliquées dans les voies de signalisation des récepteurs, notamment des JAK, et ainsi de suite. Donc là, ça permet de comprendre un petit peu plus la physiopathologie et d'envisager des thérapeutiques ciblées pour rendre service à ces enfants. Et vous voyez donc évance de l'enfant, sans forcément d'autres manifestations auto-immunes très parlantes, et on arrive à identifier dans plus de la moitié des cas une anomalie génétique pour laquelle il peut y avoir une thérapeutique spécifique. Donc, si on continue un petit peu sur cette cohorte, ce qu'on voit en fait chez les patients chez qui on a été identifié une anomalie génétique, c'est qu'il y avait plus d'auto-immunité chez les apparentés, plus souvent également d'hypogammaglobulinémie chez l'enfant, des manifestations auto-immunes autres plus fréquentes et plus nombreuses. Donc, il faut tiquer s'il y a une histoire de diarrhée, penser à une entéropathie, avoir une imagerie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pneumopathie interstitielle, infraclinique au scanner et ainsi de suite. Et puis, je ne sais plus ce que dit cette diapo. C'était le nombre de manifestations auto-immunes qui étaient plus importantes quand on identifiait une anomalie génétique par rapport à quand il n'y avait pas d'anomalie génétique. Et donc, il y a aussi un message, c'est que l'atopie est un petit peu plus fréquente. Ce n'est peut-être pas forcément une question qu'on pose à nos patients, mais ça peut être un indice. Et donc, c'est des patients qui avaient plus souvent besoin de traitement de seconde ligne. Donc, peut-être penser à un déficit immunitaire primitif quand on voit un adulte jeune, s'il y a plusieurs manifestations auto-immunes ou s'il y a des antécédents d'auto-immunité de façon importante dans la famille, ça peut être peut-être des petits indices. Ça, c'est donc un autre papier, 151 évances avec plus de 5 ans de suivi. Et ce qui est montré finalement, c'est le recours au nombre de traitements qui est important et surtout qu'il n'y a pas que l'évance qui est présent, il y a pas mal d'autres manifestations auto-immunes. Et en effet, au cours du suivi, en fait, les cytopénies, elles ont tendance à s'améliorer avec le temps. Donc, les docteurs font plutôt bien le job, ça marche. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ces cytopénies, elles sont plutôt augurales d'autres manifestations auto-immunes. Donc, en fait, c'est l'entrée dans la maladie qui va être beaucoup plus complexe avec un tas de manifestations auto-immunes qui vont s'additionner avec le temps. Et vous voyez que ces enfants, ils démarrent avec une manifestation auto-immune, puis 2, et puis à la fin du suivi, certains ont jusqu'à 5 manifestations auto-immunes qui sont identifiées. Donc, c'est probablement des maladies un petit peu plus complexes et ça doit probablement demander au pédiatre d'avoir un œil beaucoup plus large que centré simplement sur ces cytopénies.
Donc, ces maladies auto-immunes, elles s'accumulent d'un point de vue clinique, mais également d'un point de vue biologique. En fait, c'est des enfants qui vont avoir plus souvent des hypogammas, chez qui on va retrouver des anomalies biologiques évocatrices de lupus sans qu'ils aient forcément encore un lupus, ou des anomalies également évocatrices de syndrome lymphoprolifératif auto-immun. Donc là, c'est pareil, c'est une diapositive qui reprend un peu. Donc, il faudrait voir par un trait, c'est un patient. Et on voit finalement que les profils de patients sont extrêmement différents. On voit que là, il y a un cluster avec beaucoup de lymphoprolifération, mais chez ces enfants qui ont de la lymphoprolifération, il y a plein d'autres manifestations qui s'additionnent et qu'elles sont très variables d'un enfant à l'autre. Donc finalement, une accumulation de traitements avec le temps. Ces traitements doivent être maintenus du fait finalement de rechutes et d'apparition de nouvelles manifestations cliniques, ce qui en fait vraiment donc des pathologies chroniques évolutives. Et donc, les enfants normalement vieillissent. Et donc, probablement, ce sont des patients qu'on va être amenés à voir en consultation dans le cadre des consultations de transition. Et donc, il faudra toujours avoir cet esprit interniste et penser à toutes les atteintes possibles chez ces patients. Donc, l'autre point, c'est un peu la même chose que chez les adultes, c'est que ces enfants, en fait, ils font évidemment plus d'infections, 35% donc, dans cette cohorte qui faisait un épisode infectieux. C'était d'autant plus fréquent qu'ils avaient des maladies auto-immunes, évidemment qu'ils avaient une hypogammaglobulinémie, et c'était d'autant plus important qu'ils avaient eu des lignes de traitement. Donc là encore, la iatrogénie qui intervenait. Et puis la mortalité, elle est plus importante que lorsque les patients ont des cytopénies isolées. Donc si on compare en fait HAI seul ou PTI seul, la survie est donc à 100%. Et vous voyez que quand il y a un évance, ces enfants décèdent au fil du temps. Et ils meurent de quoi finalement? Essentiellement d'infection et puis plus rarement d'hémorragie, donc liée au non-contrôle de la thrombopénie immunologique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, l'évance de l'enfant, c'est souvent un mode d'entrée dans une maladie qui est beaucoup plus complexe. 75% au moins de ces enfants peuvent avoir une anomalie génétique identifiée, qu'il va y avoir apparition d'autres manifestations auto-immunes au fil du temps, qu'il faut prévenir les infections et que ça permettrait de diminuer la mortalité si on arrive à contrôler tout ça. Sinon, ce sont des patients qui ont un risque de décès qui est important. Et donc finalement, la génétique, c'est bien joli, mais quel est l'intérêt en pratique? C'est finalement d'orienter un peu les thérapeutiques. Donc là, j'ai repris le tableau in extenso de ce qui a été publié par Cortesi dans Frontier Immunol. Ce qu'on voit, par exemple, c'est ce que je vous disais, pour les déficits en CTLA4 et LRBA, par exemple, ça serait une place de l'abatacept qui rendra service. Dans certaines anomalies de la voie STAT, avec des gains de fonction, ça pourra être des inhibiteurs de JAK. Dans les activations de la PI3K, donc c'est APDS l'acronyme, on utilisait beaucoup les inhibiteurs de mTOR, mais avec l'arrivée des PI3K inhibiteurs, ça va donner lieu à des thérapeutiques ciblées. Dans la LPS, probablement éviter le rituximab, éviter la splénectomie et préférer les inhibiteurs de mTOR. Donc, c'est pas mal si on a des indices cliniques chez l'adulte pour évoquer une anomalie génétique associée, de faire la recherche. Et si c'est positif, ça peut guider les traitements et donc peut-être se donner les chances aux patients d'entrer en rémission, en tout cas de limiter le nombre de rechutes. Et donc, à ce propos, il y a Étienne Crix, du Centre de référence des cytopénies auto-immunes, qui est intéressé en fait par des syndromes de l'évance de l'adulte, chez qui en fait il fait justement des explorations de ce type pour qu'on ait une idée finalement de la prévalence de ces anomalies génétiques chez l'évance de l'adulte, et éventuellement, en fonction des résultats qui seront obtenus, s'il y a des anomalies qui sont identifiées, ça pourra vous aider à guider les traitements de vos patients. Je vous remercie de votre attention.